Voilà, donc merci d'être là pour la dernière séance du cycle Rites et Fêtes. Donc initié déjà en novembre 2024, ça paraît très très lointain. Et si vous vous souvenez bien, pour ceux qui étaient là en novembre, après les gens vont et viennent, mais on avait commencé le cycle avec Thierry Piel et justement les Jeux Olympiques. Donc c'est intéressant de terminer le cycle avec Igor Martinache et la question du sport et du capitalisme, où il sera aussi question, bien sûr, des Jeux Olympiques. Voilà. Puisque, en fait, l'idée, quand on a lancé le cycle, c'était qu'on sortait aussi de la fameuse séquence olympique de l'été, et ça nous a semblé être pertinent de revenir là-dessus. Voilà. Donc ça s'arrête pour cette année. On va faire une assemblée générale au mois de juin. Beaucoup d'entre vous, mais pas tous, nous ont déjà proposé des thèmes pour l'année prochaine. N'hésitez pas, vous avez jusqu'à demain soir. Hein. Ouais. Parce que donc il y a 5 thèmes qu'on a présélectionnés dans le bureau, à savoir mémoire, guerre et paix, violence, amitié et les machines. Je ne vous dirai pas qui est en tête pour l'instant. Voilà. Mais si vous tenez à travailler une question, c'est le moment de nous faire part de votre vœu. Et puis ensuite, on lancera les invitations à partir du mois de juin. Et au mois de septembre, on ouvrira le bal, pour ainsi dire, de manière inédite au cinéma Le Concorde, puisqu'ils nous ont invités en fait à présenter l'année chez eux, donc c'est super. Voilà. Donc en fonction du choix que vous ferez, ça sera soit un film d'amour et d'amitié, soit un film genre Robocop, soit guerre et paix, voilà, soit guerre, violent, sang, enfin comme vous voulez, quoi. Voilà, donc il est temps de présenter Igor Martinache, que je remercie, qui nous vient tout droit de Paris, de la capitale en fait, qui arrive et qui en fait est sociologue et enseigne notamment à Paris-Nanterre, je dis pas de bêtises, exactement, et dans la section STAPS en fait. Voilà, pour que c'est un petit peu un lien avec ce soir. Donc voilà, je vous remercie chaleureusement. Et bon exposé. Merci beaucoup. Je vais parler avec le micro, comme ça je vais moins me casser la voix. C'est moi surtout qui vous remercie, notamment Nadia, mais aussi Stéphane et Antoine pour l'invitation à être avec vous aujourd'hui, ce soir à La Roche-sur-Yon. Et puis je vous remercie toutes et tous d'être présents ce soir, de revenir au lycée à 20h un soir pour écouter une conférence. C'est pas forcément ce qui est le plus sexy, mais ça montre que le savoir a encore une certaine valeur. Alors, je vais avoir un exposé qui va être un petit peu dense et je m'en excuse par avance, mais n'hésitez surtout pas, je vais surtout faire en sorte de garder du temps pour les échanges et les questions, qui je pense seront aussi très très riches. Donc la commande qui était passée au départ, au moment de l'invitation, c'était justement de faire quelque chose autour de sport et capitalisme, puisque en fait j'ai publié un article qui importe en fait, et que je vais présenter tout à l'heure, le travail d'un collègue états-unien qui s'appelle Jules Boykoff, qui parle de capitalisme de la fête. Alors c'est difficile à traduire en français, en fait en anglais c'est Celebration Capitalism. Et célébration en français, ça ne fait pas tout à fait. Donc voilà, du coup, ça rentre bien dans votre cycle sur rites et fêtes. Et vous allez voir, notamment, Jules Boykoff, c'est quelqu'un qui est assez critique des Jeux Olympiques, qui propose une critique vraiment politique et économique des Jeux Olympiques et que je trouve assez pertinente, d'où le souci de la présenter. Donc, vous allez voir que je vais brasser quelque chose d'assez large, hein. Sport et capitalisme, on aurait de quoi passer des heures et des heures. Mais je vais partir d'un constat, c'est tout d'abord, et on l'a vu encore avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est qu'on a une très grande difficulté, pas qu'en France, de manière générale, à penser le sport politiquement. Alors c'est pas complètement un hasard en fait, puisque le sport moderne, vous avez une conférence sur le sport antique, alors est-ce que les deux phénomènes peuvent être comparés ou rapprochés? Il y a beaucoup de débats parmi les historiens. Moi je fais partie plutôt du camp de ceux qui pensent qu'il y a quand même d'abord des discontinuités plutôt que des continuités entre les Jeux Olympiques antiques et les Jeux Olympiques modernes. Et on pourra en discuter plus tard. Mais grosso modo, quand on parle de sport, il y a d'un côté ce qu'on a vu cet été ad nauseam, et encore à La Roche-sur-Yon, vous étiez un petit peu moins loin que la région parisienne, un petit peu plus loin et sauvegardé peut-être, épargné que la région parisienne, mais voilà, de ces discours qui vantent le sport, ses valeurs, les grandes valeurs éternelles du sport, l'amitié, le partage, l'intégration. Enfin, le sport, c'est aujourd'hui
la santé. Vous voyez, c'est un peu la solution à tous les maux de notre société si on écoute ses promoteurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de vertu, etc. Hein, 100 ans. Sinon, je serais un peu, ce serait bizarre de travailler dessus. Mais d'un autre côté, vous avez un discours, alors que vous avez peut-être entendu ou peut-être pas entendu, qui est d'un courant qui est né en fait dans le sillage des mouvements de mai-juin 68, qui s'appelle la théorie critique radicale du sport. Alors là, je pourrais y passer des heures pour présenter ça, mais grosso modo, c'est des philosophes, des sociologues qui considèrent que le sport, enfin qui vont se revendiquer de Marx et de Freud, ce qu'on appelle le freudo-marxisme, une espèce d'alliance déjà assez spécifique, mais qui a eu un certain succès en Allemagne, pour analyser le sport moderne, en disant que le sport, c'est un système de compétition institutionnalisé, et pour dire que le sport, en fait, ça serait la matrice du capitalisme. C'est le cheval de Troie de la domination capitaliste. Donc, le sport, pour eux, c'est pas un exemple, quelque chose qui vient se rajouter au système capitaliste, mais ils vont même nous dire que le sport, c'est l'essence, le moteur même du capitalisme. Donc, il faut abattre l'institution sportive, la course au record, le système des compétitions à tout crin, etc., pour changer notre société. Si on veut abattre le capitalisme et les sociétés dans lesquelles on vit avec les différentes formes de domination, il faut abattre le sport. Donc eux, ce qui est intéressant, je pourrais développer, il y a de quoi développer très longtemps, mais grosso modo, on est face à deux types de discours. Soit on va être dans la promotion inconditionnelle du sport, soit au contraire, on va être dans la dénonciation très radicale du sport, mais dans les deux cas, finalement, on se retrouve face à ce qu'on peut appeler des essentialisations. C'est-à-dire qu'on va dire que le sport a des effets par essence, qu'ils soient positifs ou négatifs, ce qui, moi, me dérange un petit peu. Parce que je pense que le sport a des usages, comme beaucoup de choses, on peut en faire des usages assez variés, des usages positifs, des usages négatifs, et qu'il s'agit de regarder concrètement ce que fait la pratique du sport, le spectacle sportif, etc., etc. Donc il faut faire de la sociologie, il faut regarder concrètement comment les gens le vivent. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter plus spécifiquement sur le cas des Jeux Olympiques. Non pas que les Jeux Olympiques, ça résume le sport, mais c'est, vous le savez sans doute, l'événement le plus regardé au monde, de loin. Voilà, et qui représente un petit peu, dans une carrière sportive, un petit peu le Graal, l'apothéose. Donc c'est intéressant en fait de prendre, de mettre la loupe sur les Jeux Olympiques modernes pour essayer de voir un petit peu ce que ce phénomène sportif, ce qu'on peut en dire, et notamment quels sont les rapports que ce phénomène sportif peut entretenir avec le capitalisme, avec la politique, etc., etc. Donc je vais vous proposer un petit parcours à travers les Jeux Olympiques, qui est évidemment loin d'être exhaustif, mais pour vous montrer justement comment ces Jeux Olympiques ont des liens permanents qui se reconfigurent, etc., avec finalement toute une série de tensions sociales, politiques, économiques qui traversent nos sociétés. Donc là, je vous ai mis ici un certain nombre de publications de ce courant de la théorie critique radicale du sport, et tout en haut, à votre gauche, pardon, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Brome, qui est le principal promoteur de cette théorie critique radicale du sport qui développe dans plein de revues, d'articles, de livres, etc. Toujours cette idée que le sport, c'est vraiment ce nœud de la domination capitaliste. Alors, on va commencer par le commencement des Jeux Olympiques modernes. Alors, vous avez sans doute entendu parler d'une figure qui, de manière assez révélatrice, a été très très peu mise en avant pendant les derniers Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est Pierre de Coubertin, qui est considéré comme le rénovateur des Jeux Olympiques. Alors vous voyez, c'est intéressant quand même, il était français, et pourquoi les Français ne l'ont pas mis en avant, vous allez assez vite le comprendre si vous ne le saviez pas déjà. Alors, Pierre de Coubertin, de fait, ça a été un entrepreneur qui a, pendant des années, promu une certaine vision du sport moderne. C'est vraiment l'importateur du sport. Le sport moderne est né au 19e siècle dans les public schools britanniques. Alors public schools, attention, le nom est trompeur parce que c'est pas du tout public. En fait, c'était vraiment les écoles de l'élite, la jeunesse d'élite de l'Angleterre, où grosso modo, en Angleterre, à ce moment-là, eh bien, on a considéré que l'éducation des jeunes hommes, pas les jeunes femmes, eh bien, l'éducation des jeunes hommes d'élite, elle devait aussi comprendre une partie physique. Il fallait aussi éduquer le corps et éduquer le corps par la compétition. Donc ce sport moderne, Coubertin, qui a voyagé en Angleterre, il s'est dit mais c'est formidable. Il voulait mettre sur pied, ou en tout cas il avait vraiment cette idée que le sport, ça allait mettre en place, ça allait promouvoir une chevalerie moderne. Vous voyez, il y a un côté assez élitiste. Et en même temps, Coubertin, là où il était assez ambigu, c'est qu'il essayait aussi de tirer l'élite des couches populaires.
Vous voyez, un petit peu comme aujourd'hui, quand on a des programmes de promotion, on va prendre dans les ZEP les meilleurs élèves pour les emmener à Sciences Po ou dans des écoles de commerce ou d'ingénieurs. Il y avait un peu cette idée-là aussi chez Pierre de Coubertin, qui était un personnage beaucoup plus ambigu qu'il n'y paraît. Quoi qu'il en soit, donc, ces Jeux Olympiques modernes ont été le moment symbolique. Ça a été un colloque à la Sorbonne dans lesquels vous aviez des représentants de 13 pays, donc c'était pas non plus quelque chose de monumental. Les Jeux Olympiques, au départ, c'était un truc assez artisanal. Ils étaient à peu près aussi nombreux que nous ce soir. Pas que c'est artisanal. Et puis voilà, ils ont décidé de rétablir, alors c'est intéressant, vous voyez, la filiation, elle est assumée, rétablir les Jeux Olympiques sur des bases conformes à la vie moderne. Donc on va adapter quand même le programme par rapport au changement de la société. Ce qui est intéressant, c'est que le fameux CIO, le Comité international olympique, qui au départ s'appelle Comité international des Jeux olympiques, est mis sur pied. Donc Coubertin a aussi cette idée qu'il faut une instance qui va diriger, et encore aujourd'hui, le Comité international olympique a beaucoup de pouvoir. Même si c'est intéressant, pour la première fois de son histoire, vous avez peut-être vu que c'était une ancienne nageuse zimbabwéenne, donc une femme qui a été élue à la tête du Comité international olympique aux grandes dames d'un de nos compatriotes, le président du CNOSF, du Comité olympique français, qui n'a pas été élu. Alors, il y a deux choses importantes dans le CIO à l'origine, dans ces Jeux olympiques modernes. La première, c'est l'amateurisme. Donc on pourrait dire effectivement le sport au départ, l'olympisme et le sport olympique n'a rien à voir avec le capitalisme, on pourrait penser, alors que c'est intéressant, ils se sont développés au même moment. Et au Royaume-Uni, qui était le berceau aussi du capitalisme. Et en plus, donc voilà, ça n'a rien à voir, puisque ce qu'on promeut, c'est le principe d'amateurisme. Vous voyez, un athlète ne doit pas gagner d'argent. Voilà, c'est noblesse oblige, c'est le sport pour le sport, et il ne s'agit pas de tirer le moindre revenu. On est là pour la gloire, et certainement pas pour gagner de l'argent. Donc là, on pourrait dire, ah tiens, c'est intéressant, et vous voyez qu'encore aujourd'hui, il y a cette question de l'argent dans le sport, enfin en tout cas de l'amateurisme. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en faisant du sport ? Qui pose encore certaines questions. Et le deuxième point, c'est l'internationalisme. Alors là aussi, vous voyez, le capitalisme est aussi internationaliste, mais les résistances, le mouvement ouvrier, mettait en avant cet internationalisme. Et ce qui est intéressant, derrière des grandes valeurs, la paix est également quelque chose qui était invoqué par Coubertin, mais en pratique, on a un recrutement qui est très élitiste socialement, et l'amateurisme, en réalité, on le met en avant pour exclure les classes populaires qui ne peuvent pas se permettre de participer à des concours, des compétitions sans gagner de l'argent. Et de fait, ce qui était très populaire, c'était la course à pied à l'époque, la boxe, etc. Des pratiques qui pouvaient sur lesquelles on pouvait faire des paris et qui pouvaient permettre de rémunérer des athlètes, et du coup, qu'on cherchait en fait à mettre de côté. C'était extrêmement misogyne, c'est-à-dire que le sport, c'était pas quelque chose pour les femmes, et Coubertin, jusqu'à sa mort, il a toujours plaidé pour l'exclusion des femmes du sport. C'était également très chauvin. Dès le début, on a exalté les athlètes nationaux, et je vais vous donner un exemple dès les premiers Jeux Olympiques. Et enfin, très eurocentrique, c'est-à-dire centré sur l'Europe. Donc là, je vous ai mis quelques photos qui sont intéressantes dans le sens où l'objectif, c'est vraiment de mettre en scène, justement de ritualiser quelque chose. Les Jeux Olympiques, c'est intéressant aussi parce qu'on va recréer des rites et des mythes spécifiques pour essayer de convaincre de cette filiation entre les Jeux Olympiques antiques et les Jeux Olympiques modernes. D'où l'importance de placer la première édition en Grèce. Et ça tombe bien puisque la Grèce, à cette époque-là, vous vous souvenez peut-être que la Grèce, c'est un pays la Grèce moderne, c'est un pays qui s'est autonomisé de l'Empire ottoman en 1830 et qui est encore, en 1896, qui est très très nationaliste, qui revendique vraiment son autonomie vis-à-vis de l'Empire ottoman et vis-à-vis de ses voisins. Donc c'est aussi une occasion, les premiers Jeux Olympiques sont aussi une occasion, une vitrine pour un nationalisme grec très important. Et vous le voyez aussi sur la fiche officielle de ces Jeux Olympiques. Et là, je vous ai mis du coup une photographie du programme avec quelles sont les épreuves. Et là, c'est quelque chose de très politique, le choix des épreuves aux Jeux Olympiques. On pourra en parler longtemps, mais qu'est-ce qu'on fait, on inclut dans le programme olympique, qu'est-ce qu'on n'y inclut pas, etc. Et vous avez la photo du vainqueur de la première épreuve de marathon, qui à l'époque ne faisait que 38 km et pas 42,195 comme c'est devenu officiellement aux Jeux Olympiques de Londres, qui s'appelle Spiridon Louis, alors qui était, vous voyez, en costume traditionnel,
qui est mis en avant comme le petit paysan qui va triompher. Alors il y avait 17 participants au premier marathon de mémoire, et je crois que 14 étaient grecs. Donc déjà la probabilité qu'un grec gagne était relativement grande. Et surtout, Spyridon Louis a été l'objet d'une propagande extrêmement intense par le gouvernement grec, justement de cette Grèce éternelle qui triomphe, de ce petit berger, etc. Et tout amateur qu'il était, effectivement, quand il a gagné ce marathon, après, il a eu une pluie de cadeaux, et il a eu notamment le monopole sur l'approvisionnement en eau d'Athènes depuis la source de son village natal, qui lui a permis de vivre très confortablement dans la suite de ses jours. Alors, je parlais de Pierre de Coubertin tout à l'heure, et je voulais faire un petit excursus pour présenter un personnage qui est beaucoup moins connu que Pierre de Coubertin, mais qui était son ennemi juré. Et quand vous détestez vraiment quelqu'un, vous ne le citez pas. Donc Coubertin, évitez soigneusement de parler de lui, mais vous allez voir qu'ils se sont vraiment construits l'un contre l'autre. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui s'appelait Pascal Grousset. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui ? Personne ? C'est normal, malheureusement. Donc là, je vais essayer de corriger un petit peu cet oubli. Donc Pierre de Coubertin, c'est quelqu'un, vous le savez sans doute, donc qui était un aristocrate, un fils de bonne famille, alors qui était presque un rebelle, puisqu'il est allé étudier à l'école libre des sciences politiques plutôt que de suivre la carrière militaire de sa famille, etc. Mais bon, voilà, la rébellion est toute relative. C'est quelqu'un qui était extrêmement opposé à l'expérience de la commune, notamment la commune de Paris, mais vous savez qu'il y a eu d'autres communes à Marseille, etc. Enfin voilà, quelqu'un qui n'était pas du tout à gauche, qui a toujours été du côté du pouvoir, et qui a toujours essayé de s'approcher des gens qui détenaient du pouvoir, etc., pour mettre en avant ses propres entreprises, à commencer donc par les Jeux Olympiques modernes. Pascal Grousset, lui, c'était au contraire un communard. C'est quelqu'un qui occupait la fonction pendant la Commune de Paris on pourrait dire, de ministre des Affaires étrangères, de représentant vis-à-vis des autres pays de la Commune de Paris, et qui a dû vivre, après l'échec de la Commune, en exil toute sa vie, qui a utilisé toute une série de pseudonymes, enfin voilà, une vie au contraire assez marginale toute sa vie, mais qui a beaucoup écrit, et qui a été un promoteur, lui, de l'éducation physique pour tous et surtout pour toutes. C'est-à-dire qu'il pensait que l'éducation physique, c'était pas un truc réservé aux garçons, que les filles et les femmes devaient avoir accès à l'éducation physique, et que c'était une manière de s'approprier son corps et de s'émanciper par cette appropriation du corps. Et donc chacun a essayé de créer son réseau, et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même année, vous allez voir à la fois leur publication et leur réseau. Pierre de Coubertin, il va créer quelque chose qui s'appelle la Ligue nationale d'éducation physique, dans lequel il va avoir, quand vous regardez le réseau la liste des dirigeants ou des parrains du patronage de cette organisation, vous avez tous les conservateurs, monarchistes, etc. de l'époque, les grands noms, des notables importants, et qui va vraiment promouvoir l'importation de ce sport anglais. Mais il est malin, Coubertin, parce qu'il sait qu'il ne faut pas parler de sport, justement, parce que le sport, à l'époque, ça vient d'Angleterre, et l'Angleterre, à la fin du 19e siècle, c'est pas très bien vu en France. Donc voilà, il arrive à escamoter, à contourner un petit peu pour promouvoir le sport qui se fait dans les public schools anglaises sans dire que c'est un produit anglais. Malin. Et Pascal Grousset, lui, va créer son propre réseau, sa propre organisation, qui est un comité pour la propagation des exercices physiques dans l'éducation. Donc voilà, avec le titre, c'est à peu près la même chose, mais en fait, dans lequel il ne promeut pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, justement, il se méfie beaucoup plus de la compétition, il essaye de promouvoir les jeux traditionnels, l'inclusion un petit peu de tout le monde, pour parler avec du vocabulaire d'aujourd'hui, et qui est vraiment différent. Et quand on regarde là le patronage, on a plutôt les défenseurs de la République. Vous savez que la République, la Troisième République, elle a mis du temps à s'installer, mais la Troisième République, qui est proclamée en 1871, pendant plus d'une décennie, le régime n'est pas du tout certain. On se dit qu'on peut rebasculer très bien, soit dans l'Empire ou dans la monarchie. Et voilà, les plus fervents défenseurs de la République, y compris des savants comme quelqu'un qui s'appelle Marcellin Berthelot, vont soutenir le projet de Pascal Grousset, en pensant qu'il y a effectivement une alternative politique assez intéressante. Alors, comme je disais, donc Pascal Grousset, lui, va plutôt promouvoir les jeux traditionnels, alors que Coubertin va promouvoir les sports anglais. Ils vont chacun, toujours en 1888, publier chacun leur sorte de doctrine un petit peu du sport ou de l'éducation physique. Donc pour Coubertin, c'est l'éducation en Angleterre, et pour Pascal Grousset, la renaissance physique. Alors je vous ai, avec chacun de mettre en avant des effets différents du sport et de l'activité physique.
Donc Pascal Grousset, qui a écrit plein d'articles et de livres, je vous ai dit sous pseudonyme, puisqu'il était recherché, il dit clairement, et le lieu s'y prête, il ne s'agit à aucun prix de semer dans nos lycées de la graine de bookmaker. C'est-à-dire que la compétition, c'est pas... Oui, l'émulation c'est intéressant, mais l'objectif, c'est pas la victoire à tout prix. Il ne faut pas se focaliser sur les résultats. Le plus important, c'est la pratique, c'est le fait que toutes et tous puissent pratiquer. Là où, pour Pierre de Coubertin, le sport est une école d'ordre, d'énergie et de volonté. Magnifique notion, ça vous évoque sans doute quelque chose. Grousset va reprendre aussi dans ses écrits la devise latine « mens sana in corpore sano », vraiment cette idée qu'il faut un équilibre du corps et de l'esprit. Là où Coubertin, il préfère un slogan un peu différent, toujours en latin, c'est la mode de l'époque, « mens fervida in corpore lacertoso », donc cette idée, il faut une âme ardente dans un corps entraîné. Vous voyez, on retrouve quelque chose qui est plus élitiste dans la philosophie. Le sport, c'est quelque chose qui n'est pas pour le commun des mortels. Et puis, je le disais tout à l'heure, Coubertin était fortement opposé à la participation des femmes dans le sport, donc avec cette idée qu'il y a quelque chose, il n'y aurait rien d'aussi disgracieux et ignominieux que des Olympiades femelles, je le cite. Et pour Coubertin, la place des femmes dans le sport, eh bien, c'était de couronner les vainqueurs. Alors, vous allez me dire, au Tour de France aussi, jusqu'à récemment. Bref. Voilà, donc, pour Pierre de Coubertin, les Jeux Olympiques sont l'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle, avec l'applaudissement féminin pour récompense. Donc les femmes sont exclues, alors pas tout à fait, pas complètement, il y a certaines compétitions auxquelles elles peuvent participer, parce qu'on va pas les coder à cette époque-là comme étant particulièrement viriles. Par exemple, le tir à l'arc ou le tennis étaient des épreuves auxquelles les femmes pouvaient participer, parce qu'on considérait à cette époque-là que voilà, c'était des activités, des efforts qui ne risquaient pas de mettre en danger la future mère, par exemple, puisque évidemment le rôle de la femme, la place de la femme, c'était épouse et mère, et certainement pas travailleuse ou autre. Et elles ont été exclues jusqu'aux Jeux de 1928, aux grandes dames de Pierre de Coubertin, qui était encore vivant, mais qui était déjà marginalisé dans la gouvernance des Jeux Olympiques et qui continue à manifester son opposition. Alors pourquoi et pendant très longtemps, également, l'éducation physique était très différenciée pour les jeunes hommes et pour les jeunes filles. Pour les jeunes filles, il s'agissait de préparer justement, de préparer un corps gracieux et de préparer une future mère, donc il fallait bien doser les efforts, etc. Là où les jeunes hommes, pendant très longtemps, au contraire, l'éducation physique, c'était une préparation militaire, notamment dans les années 1880, quand elle était rendue obligatoire. Enfin, je pourrais développer, mais ça serait très long. Donc il y a un certain nombre de femmes, en fait, pourquoi les femmes ont eu accès aux Jeux Olympiques, c'est pas parce que dans leur grande mansuétude, les hommes se sont dit, oh quand même, il faudrait leur faire une place un petit peu plus grande au programme, ou parce qu'ils se sont dit, bah tiens, ça va nous ramener des spectateurs, etc., comme le beach volley aux Jeux Olympiques actuels, mais en réalité, ça a été beaucoup à cause de l'action d'un certain nombre de femmes qui ont revendiqué cette place dans le sport. Et autre figure dont vous avez peut-être cette fois un peu entendu le nom, parce qu'on l'a mis en avant au moins aux Jeux Olympiques de Paris, quelqu'un qui s'appelait Alice Mia. Je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle. Non ? Même pas. Bon, on en a plus parlé que Coubertin, ce qui est déjà ça. Alors Alice Mia, elle faisait partie de ces femmes au début du XXe siècle qui pratiquaient quand même du sport. Alors qui pratiquaient, on va dire, de l'activité physique et puis qui faisaient un petit peu de compétition quand elles le pouvaient, dans certains espaces dans lesquels elles pouvaient être un peu mieux acceptées. Et comme beaucoup de femmes de cette époque-là, c'était des sportifs qui étaient assez complètes. Comme les hommes, là, il n'y avait pas d'hyper-spécialisation à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on pratiquait plusieurs disciplines simultanément et on n'était pas un champion hyper spécialisé dans quelque chose. Donc Alice Mia, avec d'autres femmes, elle va tout d'abord créer une fédération des sociétés féminines sportives de France. Donc à l'époque, il y a plusieurs fédérations concurrentes. Il y a la fédération cléricale, il y a les fédérations ouvrières dont je vais parler juste après, etc. Et donc qui crée une fédération pour que les femmes puissent pratiquer entre elles et puissent pratiquer tout court. Et puis, elle va fédérer ça internationalement. Elle n'est pas toute seule, évidemment. Et puis, elles vont réussir à lancer des Jeux mondiaux féminins, dont la première édition va avoir justement lieu à Paris en 1922. Et donc, ces Jeux mondiaux féminins, les représentants, les responsables du CIO, les voient d'un mauvais œil, dans le sens où ça va leur faire de la concurrence. Et puis, elles ont du succès. À chaque fois, il y a de plus en plus de participantes féminines. Donc finalement, l'intégration des femmes aux Jeux d'Anvers de 1928, c'est d'abord de se dire « Ah bah tiens, il vaut mieux les avoir
avec nous, parmi nous, qu'à l'extérieur, à nous faire de l'ombre. Donc de ce point de vue-là, ils ont été assez malins. Et ça a fait monter le nombre de participants, le nombre de spectateurs également aux Jeux Olympiques. Et Alice Mia a été la première femme arbitre pendant les Jeux Olympiques. Elle a été intégrée, alors pas complètement au sommet de la gouvernance, mais elle a quand même pu, et symboliquement, c'était quelque chose qui était important. Alors, et là on va revenir plus spécifiquement à la question du capitalisme, autre pan oublié de l'histoire du sport, notamment dans la première moitié du XXe siècle, ça a été la montée, l'essor d'un grand mouvement sportif ouvrier. Avec les années 1910 et notamment la révolution russe de 1917 comme un point important, mais vraiment un essor plus net durant les années 1920. Alors, on a beaucoup de pays européens. En France, ce mouvement sportif ouvrier a existé. Vous aviez la Fédération sportive du travail, il y avait même 2 fédérations sportives du travail, je vais en reparler juste après, et qui sont devenues une fédération qu'on appelle affinitaire, multisport, qui s'appelle la Fédération sportive et gymnique du travail aujourd'hui, la FSGT, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, qui s'est créé en 1934 et qui vient de ce mouvement sportif ouvrier au départ, un peu comme les universités populaires. Là, c'était l'idée, il faut que les classes populaires s'approprient le sport. Mais on a eu très rapidement, après la Révolution russe, 2 tendances. En fait, ce sport ouvrier, ce sport populaire, s'est scindé en 2 tendances, comme le mouvement ouvrier, une tendance réformiste, on pourrait dire, et une tendance communiste, c'est-à-dire sur la ligne révolutionnaire qui était davantage sur la ligne de Moscou. Donc ça a donné lieu à deux grandes internationales, l'internationale sportive de Lucerne pour les réformistes et l'internationale rouge des sports pour ceux qui étaient ralliés à Moscou. Alors en France, la Fédération sportive du travail, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a été dominée par les communistes, donc par ceux qui étaient affidés à Moscou, et on a eu pendant des décennies, jusqu'à la réunification en 1934 qui a donné naissance à la FSGT, à l'existence de 2 FST, en fait, deux fédérations qui portaient le même nom et qui développaient leur compétition en parallèle, mais vous allez voir qu'à l'échelle internationale, c'est plutôt la version socialiste réformiste qui a eu plus de succès, en tout cas si on prend le nombre de participants, de spectateurs, etc. Alors dans les 2 cas, ce sport ouvrier, il critique ce qu'ils appellent à l'époque le sport bourgeois. C'est-à-dire que le sport qui est porté notamment par le mouvement olympique, c'est le sport des bourgeois pour les bourgeois, dans lequel ils restent entre eux, ils ne sont pas si nombreux, etc. Et donc, on a une critique de ce sport qui est excluant, qui ne sert qu'à certains. Alors, ce que revendique le mouvement l'ISL, l'International Sportif de Lucerne, c'est plutôt l'idée d'un accès au sport pour tous, de dire les ouvriers, il n'y a pas de raison qu'ils restent de côté, qu'ils soient exclus du sport, alors que pour les communistes, le mot d'ordre, même s'il n'est pas toujours revendiqué, assumé comme tel, mais ce qu'on retrouve en filigrane dans de nombreux écrits, c'est qu'à la fin, l'objectif, c'est de préparer les ouvriers à la révolution. Vous allez faire du sport pour être combatif, pour être costaud, et pour ensuite, le grand soir, aller renverser le capitalisme. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu différent. Et du coup, la version accès au sport pour tous attire plus, puisque au sommet, entre guillemets, de ce mouvement sportif ouvrier, on a 1,7 million d'adhérents dans les fédérations réformistes socialistes. Alors c'est principalement en Autriche, en Allemagne, plutôt en Europe centrale qu'en France, en Tchécoslovaquie à l'époque, République tchèque et Slovaquie aujourd'hui, qu'on va trouver le plus grand nombre d'adhérents de ces sociétés sportives ouvrières. Et tandis que l'Internationale rouge des sports, elle va revendiquer 300 000 membres à son apogée, donc c'est quand même un petit peu moins. Peut-être qu'elle est se préparer pour la révolution, c'est plus dur aussi. Et ce qu'il ne faut pas oublier malgré tout, c'est que derrière, il y a une répression assez importante et qui est encore plus forte contre les communistes, parce que forcément, ils veulent renverser le système en place qu'envers les sociétés socialistes. Alors, chacune va organiser ses propres olympiades, un petit peu comme les femmes. Vous voyez, c'est la même stratégie. On va organiser nos propres compétitions, nos propres systèmes de compétition, donc des Jeux olympiques alternatifs, on pourrait dire. Donc là,
Là, vous avez d'un côté les Olympiades ouvrières du côté des réformistes. Donc la première a lieu à Francfort, vous voyez ce que je vous disais sur l'Allemagne et l'Autriche, la deuxième à Vienne, et la troisième, la Belgique aussi, qui était proportionnellement assez représentée dans ce mouvement-là, à Anvers, donc en 1937. Les communistes, l'Internationale rouge des sports, elle va organiser ce qu'ils vont appeler des Spartakiades. Spartacus, l'esclave romain qui se libère des chaînes du joug des Romains. Donc ces Spartakiades internationales, elles, sans surprise, la première édition a lieu à Moscou en 1928, ensuite deuxième édition à Berlin, 3 ans plus tard, et puis de nouveau à Moscou. Mais la troisième édition, en fait, ne va pas avoir lieu, étant donné la montée du fascisme déjà en Europe à cette époque-là, eh bien, les communistes vont décider d'organiser un grand rassemblement international sportif contre la guerre et le fascisme. Vous voyez, on montre le sport comme une mise en scène de fraternité, notamment des ouvriers internationales, et qui va avoir lieu à Paris en 1934, l'année où va, à la toute fin 1934, se rassembler dans le sport, donc fusionner les réformistes et les communistes 2 ans avant. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans le sport, on a cette... vous voyez, au nom de la lutte contre le fascisme, eh ben, on va avoir une réconciliation de ces deux tendances qui va avoir lieu seulement en France 2 ans plus tard avec le Front populaire, où les communistes, même s'ils ne vont pas rentrer dans le gouvernement du Front populaire, vont le soutenir de l'extérieur. Et en tout cas, on va avoir un peu... Alors, une autre manifestation qui est intéressante, dont vous avez l'affiche juste en bas, c'est les Olympiades populaires de Barcelone de 1936. En fait, cette Olympiade ne va pas avoir lieu, puisque 1936, vous avez un certain Franco qui fait un coup d'État en Espagne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous avez déjà plein de sportifs européens, donc de sportifs ouvriers, alors à la fois communistes, réformistes, enfin socialistes, qui vont converger vers Barcelone. Et la manifestation va être annulée juste avant son début. Vous voyez, donc les gens étaient déjà là. Et là, vous avez toute une série de sportifs ouvriers qui vont s'engager aux côtés des républicains espagnols pour combattre Franco. Donc vous avez une partie de ces brigades internationales qui a été constituée aussi de ces sportifs qui se sont retrouvés là. Ils étaient venus pour participer à une compétition d'athlétisme ou autre. Et puis, on va prendre un fusil, on va aller se battre contre des fascistes. Pourquoi pas voilà. Donc évidemment, dans ces manifestations, on a aujourd'hui un certain nombre de traces historiographiques. Vous avez quelques collègues qui sont allés regarder. On doit reconstituer, presque un siècle après. Mais de manière générale, clairement, on a une dénonciation du mouvement olympique, mais aussi des pouvoirs publics et des médias, vous voyez, qui ne rendent pas compte déjà à cette époque-là de ce qui peut se faire. Évidemment, une bonne manière de combattre, c'est aussi de faire comme si ça n'existait pas. Donc vous avez toute une série de représailles. Vous voyez, s'engager dans le mouvement sportif ouvrier à l'époque, c'était aussi être exclu d'un club qui faisait partie des fédérations reconnues officiellement, donc risquer d'être exclu, de ne plus pouvoir pratiquer. Enfin, vous voyez, c'était quand même se mettre en danger. Vous aviez aussi plein d'entraves pour pouvoir se déplacer d'un pays à l'autre. Donc vous voyez, pour organiser ces manifestations, les sportifs avaient tout simplement se voyaient refuser leur visa, etc. Donc c'était très très compliqué. Et malgré tout, vous voyez que malgré toutes ces entraves, eh bien, on a un certain succès dans la participation, puisque là, je vous ai mis par exemple le nombre de participants que vous avez dans les différentes Olympiades ouvrières organisées par les socialistes. Vous en avez au départ 1100 à Francfort, puis plus de 77 000 à Vienne et 10 000 à Anvers. En 1937, le contexte est aussi plus compliqué. Pour l'IRS, vous en avez un petit peu moins, mais vous avez quand même 4 500 participants à Moscou et 3 000 à Paris. Et si vous voulez, à cette époque-là, c'est beaucoup plus que les Jeux Olympiques officiels. Vous avez seulement 2 600 athlètes à Anvers en 1920 et 4 000 aux Jeux Olympiques de Berlin, qui sont connus pour être évidemment les Jeux de Hitler, même si Hitler a été un peu contrarié, mais qui ont été aussi, pour certains, un moment un saut quantitatif des Jeux Olympiques à cette époque-là. Alors malgré tout, vous avez une surreprésentation d'un certain nombre de pays, et notamment des pays hôtes, pour les raisons que je vous ai dit, d'entrave au déplacement. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde maintenant qu'est-ce qu'on fait et comment ça fonctionne. Eh bien, dans ces sortes de Jeux Olympiques alternatifs, d'abord, on a quelque chose qui est beaucoup plus ouvert
en termes de participation. Donc vous avez des amplitudes d'âge, par exemple des athlètes beaucoup plus âgés que dans les Jeux Olympiques officiels. Vous avez surtout, évidemment, beaucoup de femmes, et quelque chose qui est beaucoup plus paritaire. Et puis enfin, vous avez surtout des niveaux de performance très inégaux. C'est-à-dire vous avez des champions, effectivement, mais vous pouviez participer aux Spartacades ou aux Olympiades ouvrières, même si vous aviez un niveau beaucoup plus moyen. L'important, c'est d'avoir envie de participer, vous voyez, et c'est pas... Enfin, c'est le slogan qu'on attribue tout le temps à Coubertin, mais en fait, les Jeux Olympiques, c'est évidemment pas ça. L'important, c'est surtout pas de participer, c'est de gagner. Là, l'objectif, c'était véritablement beaucoup plus de participer. Encore plus intéressant, c'est qu'on avait... Voilà, et dans ces manifestations, par exemple, tout était public, c'est-à-dire qu'évidemment, les concours, les compétitions, mais aussi les entraînements, et puis vous aviez toute une série d'exhibitions. Il y avait vraiment cette idée qu'il y avait un continuum entre le sport et la culture. Donc on avait des pièces de théâtre. Alors, ce qu'on avait un peu d'ailleurs dans les Jeux Olympiques au départ, hein, vous savez peut-être que Pierre de Coubertin, sa seule victoire aux Jeux Olympiques, ça a été dans un concours de poésie. Mais voilà, on avait vraiment cette idée aussi d'avoir quelque chose, un événement qui était extrêmement populaire, au point qu'on avait un véritable brouillage de la frontière entre les spectateurs et les participants. Vous voyez, c'est-à-dire que ça faisait masse. Vous aviez des grands défilés, par exemple, auxquels ne participaient pas que les athlètes, des spectacles de théâtre qui faisaient partie intégrante des programmes, etc. Voilà, c'était véritablement des fêtes, en fait. C'était pas seulement des compétitions. Vous aviez des messages politiques qui étaient omniprésents. Grande différence avec les Jeux Olympiques où jusqu'à aujourd'hui la charte olympique bannit théoriquement tout message à caractère politique, etc. Là, au contraire, clairement, l'occasion, c'était aussi de participer à une éducation politique. Et puis, vous aviez un certain nombre d'épreuves assez originales qui portaient en elles-mêmes un certain sens politique. Vous aviez par exemple un concours de pêche. Donc là, c'était une des épreuves les plus populaires en nombre de participants. Et vous voyez que pour faire de la pêche, je ne dis pas qu'il ne faut pas de technique, etc. Je n'ai jamais pêché de ma vie. Mais par contre, vous voyez qu'en termes de physique, ça ne demande pas forcément une condition physique, un entraînement spécifique. Donc, qui est une manière d'inclure, d'intégrer au programme un certain nombre de choses. Vous aviez, et ça c'est notamment dans les Spartacades de l'IRS, vous aviez des épreuves où il fallait faire la démonstration de votre système d'entraînement national. Vous voyez, les pays étaient en compétition pour montrer, regardez, c'est nous qui avons le meilleur système d'entraînement, au sens où nous, on a des structures qui permettent de prendre en charge plus de monde, etc. etc. Vous aviez aussi toute une série de concours. Vous voyez un petit peu ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, le pentathlon moderne ou le décathlon aux Jeux Olympiques. Vous voyez, où là, il ne s'agit pas d'être le meilleur dans une épreuve hyper spécialisée, mais au contraire d'être un athlète assez complet. Et là, on avait plein de choses. Vous voyez, vous aviez en même temps une épreuve de natation, de la course, du cyclisme, etc. Donc l'objectif, c'était vraiment de montrer qu'on était un athlète ou une athlète complète, plutôt que d'être quelqu'un d'hyper spécialisé. Et donc, comme je disais, ce mouvement sportif socialiste et communiste s'est réunifié vraiment au milieu des années 1930 et a été finalement assez décimé par la Seconde Guerre mondiale. Donc, même si on garde la FSGT aujourd'hui, même si on a encore des structures qui s'en revendiquent et on le trouve dans un certain nombre de noms de clubs, cet essor et ce souci d'être une contre-société après la Deuxième Guerre mondiale, ça ne va plus vraiment durer. Alors une autre raison pour laquelle ce mouvement sportif ouvrier international ne va pas durer, c'est qu'en fait, l'Union soviétique va accepter, il y a un moment très important dans l'histoire des Jeux Olympiques, qui est 1952, où l'Union soviétique accepte de rentrer dans le mouvement olympique et donc accepte de participer aux Jeux Olympiques plutôt que de rester à côté et d'organiser par exemple ses propres compétitions ou une vision alternative du sport, etc. Donc vous voyez, voilà, là l'idée c'était plutôt d'aller combattre en pleine guerre froide, enfin en plein essor de montée de la guerre froide, d'aller combattre le bloc capitaliste et notamment les États-Unis sur leur propre terrain, et plutôt que d'être chacun dans son coin. Donc c'est un peu la stratégie qui a été choisie, et les Jeux Olympiques ont véritablement, là on pourrait y passer des heures aussi, mais ont véritablement été une sorte de poursuite de la guerre froide par d'autres moyens. Et la guerre froide qui ne pouvait déjà pas se faire sur les champs de bataille, pour des raisons de bombes atomiques notamment, se faisait sur des terrains alternatifs. Et bien, de la même manière, le sport, là, cette idée de gagner des médailles, et vous voyez cette obsession aujourd'hui de tableau des médailles, de combien on va, ça vient vraiment de là. C'est-à-dire que là, tout à coup, c'est devenu la preuve, si vous voulez, votre réussite dans les compétitions sportives internationales était perçue comme une sorte de métonymie, c'est-à-dire de la réussite de votre système
de socio-économique. Vous voyez, est-ce que le capitalisme est meilleur ? En gros, l'idée, c'est le capitalisme est supérieur au communisme, puisque, regardez, on remporte plus de médailles sur... D'ailleurs, c'est plutôt le contraire qui se passait aux Jeux Olympiques, mais vous voyez que c'était vraiment utilisé de cette manière-là, comme un espèce d'indicateur. On peut dire, bah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas rien à voir, d'ailleurs, je pourrais en parler. Donc à l'époque, ce qui reste encore très très important, c'est l'amateurisme dans la charte olympique. Donc les participants des Jeux Olympiques doivent être des sportifs amateurs, sauf dans une discipline dès le début des Jeux Olympiques modernes. Est-ce que vous avez laquelle ? On avait le droit d'avoir des personnes qui étaient payées. Sport très français. L'escrime. L'escrime, parce qu'il y avait des maîtres d'armes. Traditionnellement, il y a toujours eu des maîtres d'armes qui étaient payés. Donc quand on a inscrit l'escrime au programme des Jeux Olympiques, et ben on a dit oui, mais là ils ont le droit d'être payés. Oh, oui, c'est pas des... oui, c'est pas grave. On fait une exception. Et quand il y a des règles en France, il y a toujours une exception. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que aussi bien l'URSS que les États-Unis, en réalité, ils avaient leur forme d'amateurisme, de professionnalisme déguisé, ce qu'on appelle l'amateurisme marron quand on parle de sport. Vous voyez, les Américains, c'est on va trouver des contrats publicitaires, etc. Bon, t'es amateur, mais tu peux gagner plein d'argent par plein de moyens détournés. Sachant que les États-Unis, ils n'ont jamais été, pour eux, l'idée de l'amateurisme dans le sport, ça n'a jamais été trop leur truc. Enfin, voilà, c'est le spectacle, à la limite, vous voyez, on produit un spectacle, on produit un show, eh bien, il faut pouvoir gagner de l'argent. C'est normal de payer les personnes qui font le show. Je ne dis pas ça pour moi ce soir. Et les soviétiques, eux, ils avaient un autre système, c'est ce qu'on appelle l'athlète d'État. C'est-à-dire un athlète qui était une sorte de fonctionnaire. Vous voyez, l'État vous embauche, il va pourvoir à tous tes moyens matériels, il va te verser une bourse, il va te loger, te nourrir, etc. Et bien, ces athlètes d'État, ils étaient super performants, ce qui faisait enrager les soviétiques. Donc, ce n'étaient pas des sportifs professionnels au sens où on pouvait l'entendre à l'époque, mais évidemment que les États-Unis disaient, bah si, regardez, c'est du sport. Donc, chacun s'envoyait des anathèmes en disant que l'autre était en train de tricher. Bref. Et puis en même temps, les Jeux Olympiques étaient un moyen de critiquer le modèle adverse, de montrer les perversions du modèle adverse. Vous voyez la preuve que c'est des tricheurs, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire des Jeux Olympiques, on a eu aussi, de la même manière qu'on a eu ce mouvement qu'on appelait le tiers-monde à l'époque, aujourd'hui c'est plus une expression qui est utilisée, on parle plutôt de sud global, mais là un mouvement de non-alignement justement sur le bloc capitaliste et le bloc soviétique, eh bien il y a eu des Jeux Olympiques, entre guillemets, alors ça a vite tourné court, mais notamment sous la houlette de l'Indonésie, de l'Indonésie, on a organisé les Ganefo, qui étaient les jeux des pays non alignés. Si vous voulez, qui disaient, voilà, nous, ni avec les uns ni avec les autres. Malheureusement, ça n'a pas duré. Il y a eu un certain nombre d'autres compétitions internationales comme ça, des pays non alignés, notamment en Corée du Nord, quelques années après 1963. Voilà, on a essayé d'organiser des compétitions internationales entre pays qui ne voulaient être ni accaparés par les communistes, ni par les occidentaux capitalistes. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire politique des Jeux Olympiques, c'est que par contre, aussi bien Moscou que Washington étaient indifférents face au fait que le sport soit organisé par des régimes autoritaires. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Et donc, notamment, un des bons exemples de ça, c'est les Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Donc, ironiquement, la première fois qu'un pays dit en développement organise les Jeux Olympiques, eh bien, ça a été par un régime extrêmement autoritaire qui a, à l'époque, en 1968, le mouvement de mai-juin 68, les revendications ouvrières et étudiantes, elles n'existaient pas qu'en France. Et au Mexique, elles ont été particulièrement fortes. Et le régime mexicain qui disait, zut, il y a les Jeux Olympiques qui approchent, qu'est-ce qui se passe ? On tire dans la foule, on va bâillonner tout ça. Et ça se savait à l'échelle internationale. Et les régimes, oui, mais quand même, c'est les JO, on va rien dire. Et the show must go on. Et là, aussi bien du côté du bloc soviétique que du côté des États-Unis. Et puis finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'à Moscou, vous savez que le régime des années 80 ont été assez compliqués pour l'URSS, mais voilà, un peu un des chants du cygne de cette Union soviétique, on va la retrouver aussi dans le sport, avec l'organisation, là encore, de Jeux Olympiques un peu alternatifs, mais qui s'appelaient les Goodwill Games, et qui étaient financés notamment par CNN et quelqu'un qui s'appelait Ted Turner. Donc en gros, c'était l'argent des capitalistes américains qui ont financé des espèces de Jeux Olympiques alternatifs, qui n'étaient pas si alternatifs que ça,
ça, mais vous voyez, qui était une manière d'essayer de tenir ensemble encore les pays du bloc soviétique. Vous vous rappelez, dans un contexte où on a eu les deux le boycott des Jeux de Moscou de 1980 qui a été relativement suivi, mais aussi le boycott des Jeux Olympiques de Los Angeles 4 ans plus tard, alors qui a été un boycott malgré eux par les Soviétiques. En réalité, à l'époque, l'Union soviétique, elle voulait participer aux Jeux de Los Angeles, et vous avez eu d'énormes campagnes de dénigrement aux États-Unis, qui étaient financés par les grands philanthropes américains, etc. Enfin, les chrétiens évangéliques, déjà aujourd'hui, qui sont une part importante du soutien de Trump, eh bien, à l'époque, ça existait déjà, et qui considéraient qu'il ne fallait surtout pas que les Soviétiques viennent à Los Angeles, menacer les athlètes et leurs familles, et finalement vous aviez de plus en plus de gens qui disaient oh, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'y aller, on va se faire lyncher, et c'est un peu plus à contre-cœur que Moscou a dû renoncer aux Jeux de 1980. Donc là, vous avez des exemples de cette guerre froide. Vous connaissez peut-être ce film Rocky IV, le 4e de la série des Rocky, qui est un bel exemple de la propagande à l'époque de la guerre froide à travers le sport. Vous voyez l'athlète soviétique qui perd évidemment à la fin, qui est représenté comme une machine, littéralement, quand vous regardez le film, qui est complètement déshumanisé. Et puis, un exemple célèbre de la guerre froide parmi plein d'autres, c'est un match de water-polo entre l'équipe hongroise et l'équipe du RSS, qui finit en pugilat, en fait. Et là, vous avez un des joueurs hongrois qui est complètement ensanglanté, voilà, parce que se répercute, en fait, à l'époque, vous savez, les mouvements, enfin, la forte répression, entre guillemets, des mouvements autonomistes en Hongrie à cette époque, à Budapest. Donc on voit bien que le sport est bien une caisse de résonance, ou en tout cas un prolongement de ce qui se passe politiquement dans le monde. Donc, j'ai parlé de Moscou et Los Angeles, je vais aller un petit peu plus vite, excusez-moi. Donc, en fait, tout simplement, de ne pas oublier que, alors, c'est les grands boycotts quand on pense boycott et Jeux Olympiques, mais en fait, le boycott, c'est quelque chose qui revient de manière assez régulière dans l'histoire des Jeux Olympiques. Et en fait, toutes les éditions, si vous prenez, à partir de 1952 jusqu'en 1988, les Jeux de Séoul, eh bien, vous avez toujours au moins un pays qui va boycotter. Alors, il y en a un qui va beaucoup boycotter, c'est la République populaire de Chine. Pourquoi ? Parce que le CIO, très tôt, début des années 1950, eh bien, va admettre parmi ses membres un pays qui s'appelle Taïwan. Tiens, ça, c'est encore des résonances assez actuelles. Donc la Chine, jusqu'à 1976 et Montréal, elle ne va pas participer. Montréal, ça va être les JO de 1976 de Montréal, ça va être non seulement une catastrophe économique dont la ville vient à peine de finir de combler ses dettes, mais c'est aussi le jeu qui ont été les plus boycottés de l'histoire. Et là, pourquoi en fait ? C'est que vous avez eu ce qu'on appelle un boycott triangulaire, c'est-à-dire vous avez plein de pays africains, il n'y en a que 3 qui sont venus, alors je ne vais pas pouvoir les dire de mémoire, je crois qu'il y avait le Sénégal, et je ne vais pas dire de bêtises pour les autres, mais bref, la plupart l'Afrique n'était quasiment pas aux Jeux de Montréal. Pourquoi ? En fait, pour protester contre la venue de la Nouvelle-Zélande, qui elle-même avait accepté de faire un match de rugby contre l'Afrique du Sud, qui était à l'époque sous le régime de l'apartheid, c'est-à-dire la ségrégation raciale extrêmement radicale. Donc vous voyez, c'était pour protester contre cette Nouvelle-Zélande qui refusait de boycotter, eh bien, on avait organisé un boycott. Bref, bien compliqué. Donc voilà, il y a en fait, le boycott, c'est en soi hyper intéressant, et on le voit dans le sport, mais ça dépasse largement le sport, et vous voyez que ça reste quelque chose de très contemporain, mais qui a encore été important. Vous voyez que, par exemple, au dernier Jeu de Paris, vous en avez qui avaient revendiqué le fait que, ok, on a exclu la Russie, mais on permet aux athlètes russes de concourir sous une bannière neutre qui est celle du Comité international olympique, mais pourquoi on admet les athlètes israéliens alors qu'à l'époque, il y avait déjà les bombardements dont vous connaissez les conséquences. Vous voyez, c'était de dire, il y a 2 poids, 2 mesures. En tout cas, on voit bien qu'à travers cette question de la participation dans le sport, eh bien, se jouent toujours des enjeux politiques, des enjeux qui sont symboliques, mais qui sont au fond assez importants. Alors, quand on parle JO et capitalisme, et excusez-moi, je vais aller très vite, il y a quelque chose, il y a un personnage qui est extrêmement important, c'était cet ancien président du CIO qui a fait véritablement un Big Bang, qui a été à la tête du CIO pendant 20 années, qui s'appelait Juan Antonio Samaranch. Alors c'est quelqu'un qui était, on parlait de Franco tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était un proche de Franco, vous voyez, un dirigeant même qui a été dans sa jeunesse, dans les jeunesses fascistes qu'on appelait les phalangistes
en Espagne. Mais par contre, vous voyez que le fascisme et le business s'accommodent très bien. Tiens, ça nous rappelle aussi des choses actuelles. Et lui, il s'est dit, mais en fait, les Jeux Olympiques, ça doit devenir une machine à cash. Et de fait, il a fait plein de choses pour que ça devienne une machine à cash. Alors, par exemple, en 1981, on a dit, bon, c'est bon, l'amateurisme, maintenant, regardez, dans le sport, il y a plein de professionnalisme. En plus, les athlètes professionnels, en général, c'est ceux qui font venir le plus de spectateurs. Donc, on laisse venir les professionnels aux Jeux Olympiques, 1981. Il va également commercialiser les symboles olympiques. Mais attendez, on est bête là, on a une mine d'or, on a des symboles qui sont hyper connus, etc. Et ben on va les vendre. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser les anneaux olympiques, et vous n'avez peut-être pas vu pendant les Jeux Olympiques de Paris, mais en fait, il y a des gens du CIO qui allaient devant la moindre boulangerie qui osait mettre les affiches des anneaux olympiques, et vous n'avez pas versé de redevance, vous allez enlever ça tout de suite, sinon vous allez prendre un gros procès. Bref, ils défendent très très bien leurs intérêts, et ça rapporte pas mal d'argent. C'est aussi à ce moment-là, on s'est dit, mais c'est idiot, hein, on avait créé les Jeux Olympiques d'hiver, mais ils se tenaient la même année que les Jeux d'été. Mais, bah non, c'est idiot, nos deux spectacles, ils se phagocytent l'un l'autre. On va les alterner, comme ça vous avez 2 fois plus de... Enfin, vous voyez, vous avez 2 ans les JO d'hiver, 2 ans les JO d'été, 2 ans plus tard, etc., etc. Il y a un énorme... C'est lui qui a lancé le programme de marketing global des Jeux Olympiques. Donc là aussi, on a pensé très très bien. Avec, vous avez peut-être vu à Paris, vous avez différents niveaux de sponsoring, combien vous allez verser, vous allez être plus ou moins exposé, vous avez des droits, etc. Bref. Et puis, il y a également, ils vont mettre en place leur propre filiale qui s'appelle Olympic Broadcast System. Donc, en gros, c'est une mini-société où vous avez très très peu de salariés, mais qui est chargée de produire toutes les images pour les Jeux Olympiques. Donc, vous avez vu les images de sport, là, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, filmer le sport, c'est quand même assez compliqué, assez technique. Les Jeux Olympiques sont très très bien filmés. Et en fait, voilà, c'est une société qui a les droits de diffusion, qui va vendre les droits de diffusion pour le monde entier. Donc imaginez ce que ça représente. Je vous ai dit que c'était le spectacle qui de loin avait la plus grosse audience dans le monde et qui va recruter des sous-traitants pour produire ces images olympiques, donc dans les différents, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi un élément dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est extrêmement important. Donc on pourrait dire que là, c'est le sport et la compétition. Voilà, il faut de la compétition non seulement entre les athlètes, puisqu'on va élargir le pool des athlètes, mais aussi de la compétition entre les sponsors. Ah bah ouais, c'est quand même important d'y être et on va faire monter les enchères. Et puis de la compétition aussi entre les chaînes pour diffuser les Jeux Olympiques. Et là également, sous ça m'arrange, les Jeux Olympiques vont devenir un spectacle extrêmement bankable. Donc là, je vous ai mis des listes de ces partenaires, vous voyez, pour ne pas en citer certaines marques américaines qui sont aujourd'hui très très associées à l'image des JO. Et puis vous voyez les listes, vous avez les partenaires premium, les partenaires pour chaque édition, et puis les tout petits qui mettent moins d'argent. Bref. Vous avez aussi des pubs clandestines pendant les Jeux Olympiques. Alors là, c'est un coureur de 100 mètres, je ne sais pas si les plus jeunes s'en rappellent encore, qui s'appelait Usain Bolt. Ouais, vous connaissez encore. Et Usain Bolt, vous voyez, c'est quelqu'un, alors il a un équipementier qui est une entreprise allemande qui s'appelle Puma et qui s'est régalé grâce à lui, puisque quand il gagnait, en fait, il faisait le tour de la piste avec ses chaussures en or, spécialement conçues, ses pointes en or. Et on a estimé que, vous avez des spécialistes du marketing qui ont estimé qu'en fait, ces tours équivalaient à 80 000 spots publicitaires de 30 secondes à chaque fois. Donc, en fait, c'était comme s'il aurait fallu payer 250 millions de dollars pour se payer les mêmes pubs. Vous voyez l'effet de ce que ça peut avoir. Donc là, quand vous voyez les athlètes qui ont des marques, etc., sponsoriser les maillots, ça peut rapporter. Bon, là, je vous ai mis des petits graphiques que j'ai repris, mais sur les Jeux Olympiques qui coûtent cher. Vous voyez, on a plutôt une tendance, alors c'est pas linéaire, mais on a une tendance plutôt à l'augmentation des Jeux. Alors Paris 2024, c'est pas si mal débrouillé que ça. Pour pas être une mauvaise langue. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le dépassement des coûts des Jeux. Donc, vous voyez l'exemple 76 Montréal, ils ont complètement explosé le budget, mais vous voyez que de manière générale, on a quand même un dépassement donc dès que c'est positif, en fait, c'est que vous avez un dépassement. Alors dans le meilleur des cas, c'est 2%. C'était Pékin en 2008, mais dans la plupart des cas, c'est un facteur multiplicatif de plusieurs fois. Alors j'en viens à ce que je voulais vous présenter, qui était, et je vais terminer là-dessus, sur donc un collègue sociologue politiste états-unien qui s'appelle Jules Boykoff et qui a écrit
cet ouvrage remarquable, enfin, qui a développé en fait une théorie qui malheureusement n'est pas traduite en français à l'heure actuelle, donc sur ce capitalisme de la fête, au celebration capitalism. Lui, il dit, voilà, les Jeux Olympiques, notamment depuis Samaranch, hein, c'est pas de toute éternité, mais il représente un certain système. Et il va pointer en particulier 6 grandes propriétés de ce capitalisme de la fête. Le premier, c'est d'abord un état d'exception. C'est-à-dire que quand on organise des Jeux Olympiques, comme on a fait en France, on a passé 2 grandes lois olympiques. Et que sont ces lois olympiques? En fait, c'est des lois qui disent que les règles ordinaires sont suspendues le temps de l'événement sportif. Par exemple, ah oui, mais on a interdit la reconnaissance faciale dans la vidéosurveillance. Ah bah oui, mais vous avez vu qu'on a pu l'expérimenter pendant les Jeux Olympiques. Donc c'est toujours, voilà, à événements exceptionnels, eh bien, règles exceptionnelles. Or, c'est toujours embêtant quand on suspend les règles de la vie collective, même si c'est pour organiser un événement sportif. Donc voilà, la vie politique, là aussi, est complètement suspendue. On en parlait tout à l'heure, regardez, Paris 2024. Je vous rappelle, pendant les Jeux Olympiques, en fait, on n'avait pas de gouvernement. Et tout le monde l'a oublié. Vous voyez, il y avait M. Attal, il n'était plus Premier ministre, M. Attal, il expédiait les affaires courantes, c'est pas grave, il avait serré la poigne à tout le monde, etc. Là, la vie politique s'arrête. Alors, bon, c'est l'été en plus, évidemment, mais quand même, c'est assez intéressant. Et surtout, il n'y a plus, vous voyez, c'est le grand consensus, il n'y a plus de droite et de gauche, tout le monde communie dans la fête que sont les Jeux Olympiques, etc. etc. Deuxième particularité de ce capitalisme de la fête, pour Boykov, c'est là aussi quelque chose qui n'est pas que dans le sport, malheureusement, c'est la socialisation des coûts. Qui est-ce qui a financé les Jeux Olympiques? C'est en grande partie les contribuables. Et par contre, et des risques surtout, la socialisation des risques, puisque c'est pas à la limite le coût, il y a aussi cette idée, hein, voilà, les sponsors qui mettent au bassinet, etc., les chaînes qui mettent leur au bol. Mais par contre, s'il y a des dépassements du budget, ce qui arrive pratiquement à chaque fois, eh bien, c'est les contribuables qui épongent. Et par contre, nous dit Boykov, eh bien, on a une privatisation des recettes. À qui profitent les Jeux Olympiques? D'abord, un certain nombre d'entreprises privées qui, de différentes manières, etc. Donc, et notamment, ça va passer beaucoup par des partenariats publics-privés. Vous voyez, c'est-à-dire, les partenariats publics-privés, l'idée, qu'on retrouve aussi, y compris pour la construction d'un certain nombre d'équipements publics aujourd'hui en France, c'est pas l'État qui paye, c'est pas l'État qui fait l'investissement, comme ça coûte moins cher, mais par contre, c'est une entreprise privée qui dit, très gentil, un grand groupe de construction, une major de la construction, qui dit, voilà, je vais financer votre équipement, votre prison, votre lycée, votre hôpital, mais je vais vous le louer à l'État pendant X années, pendant 20 ans, 30 ans, et ça va nous revenir au final beaucoup plus cher. C'est extrêmement rentable, et puis on découvre qu'en plus, dans ces partenariats publics-privés, l'acteur privé qui va investir, il va essayer d'aller au moins coûtant possible, donc avec un certain nombre de malfaçons, etc. etc. Bref. Troisième caractéristique, la militarisation de l'espace public. C'est-à-dire que la surveillance, la sécurité est quelque chose de très important. Alors de fait, vous voyez un attentat pendant les Jeux Olympiques, on l'a eu par exemple aux Jeux Olympiques d'été de Munich en 1972, c'est un petit peu embêtant quand même. C'est plus qu'embêtant. Donc on peut comprendre qu'il faut sécuriser, mais là, si vous avez eu la chance ou la malchance de vous balader à Paris pendant les Jeux Olympiques, vous croisiez plus de militaires et policiers de plein de pays différents, alors là c'était l'international des militaires, que de passants ordinaires. Donc il y avait vraiment la ville bunkerisée, puis il y avait des endroits où vous ne pouviez même pas circuler, etc. etc. Donc on l'a bien retrouvé, mais nous dit Boykov, c'est pas partout. Quatrième élément, là, c'est quand on regarde un peu plus dans le long terme, c'est que les Jeux Olympiques, ils vont souvent participer d'un mouvement de gentrification. Donc la gentrification, en gros, c'est l'embourgeoisement de l'espace public, enfin, vous voyez, résidentiel, commercial, etc. Et que voilà, ça va avoir un effet sur l'aménagement de la ville, et en gros, chasser les pauvres. Et dans certains cas, les pauvres vont être chassés littéralement des endroits où ils sont. Par exemple, à Rio en 2016, ça a donné lieu à des expulsions de favelas, etc. Donc on a vraiment ça. Cinquième caractéristique pour Boykov, c'est que les Jeux Olympiques, surtout depuis une vingtaine d'années, depuis Lillehammer en 1994 notamment, vont mettre en avant, voilà, regardez, on est des Jeux écologiques, on est vert, etc., etc. Mais ce que nous dit Boykov, en fait, c'est surtout ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire qu'on dit qu'on est... Vous voyez, ça ne coûte rien de dire qu'on est écolo, mais c'est pas grave s'il n'y a pas forcément voilà, si ça ne se traduit pas dans les faits. Regardez, c'est formidable, on va faire un équipement tout neuf en bois, etc. Mais on aurait pu ne pas le faire en organisant, ça aurait été mieux, et puis surtout pas faire converger des dizaines de milliers de personnes qui prennent tous l'avion, etc. etc.
Et puis, 6e caractéristique, on peut en discuter évidemment, là je présente la thèse de Boykov. 6e caractéristique, c'est Boykov nous dit les Jeux Olympiques, c'est une énorme machine de propagande médiatico-politique. C'est-à-dire que c'est un espèce de rouleau compresseur. C'est très très difficile de dire ah oui, mais quand même, est-ce qu'on a raison d'organiser les Jeux Olympiques? Vous vous rappelez peut-être que la maire de Paris, Anne Hidalgo, au tout départ, elle était contre l'organisation des Jeux à Paris. Et après, elle a dit noir sur blanc. On a l'exemple qu'elle disait ça avant 2017. Et aujourd'hui, évidemment, Madame Hidalgo n'a jamais été contre. Vous voyez, c'est du Trump à son échelle. Mais c'est assez intéressant. Et sans doute que Anne Hidalgo s'est tout simplement rendu compte qu'elle avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner politiquement en s'opposant aux Jeux. Donc voilà, c'est qu'un exemple, mais évidemment, et vous avez vu que pendant les Jeux, tout est formidable, tout est parfait. Là, je vous montre, voilà, l'union sacrée, la photo, là, j'adore, c'est... vous voyez, l'union sacrée, où vous avez Madame Pécresse, Madame Hidalgo et Monsieur Macron, qui étaient quand même candidats à la dernière élection, mais voilà, quand il s'agit de sport et de Jeux Olympiques, là, tout le monde est content et se tient la main, etc. Bref, vous voyez là aussi les unes de journaux particulièrement laudatrices. Voilà, alors juste par rapport à Boykov, et je vais vraiment m'arrêter là-dessus, je suis désolé, juste de dire, hein, si vous regardez la thèse de Boykov, après, c'est plus fin que ça. C'est-à-dire que Boykov, il ne dit pas, voilà, c'est un modèle et tous les Jeux Olympiques se ressemblent, et justement, on pourra en discuter, mais les Jeux de Paris, sur certains points, ont été plutôt plus vertueux ou moins vicieux que d'autres. Ça, on ne peut pas leur enlever ça. Mais par contre, voilà, ça va dépendre du contexte socio-économique du pays, du contexte international, et il faut voilà, être attentif à ça. Boykov, deuxième chose importante, c'est pas une théorie du complot. Il nous dit pas il y a quelques grands capitalistes qui fait ça. Il dit c'est la somme de plein de petites décisions qui finalement vont avoir une caractéristique assez systémique, assez structurelle. Vous voyez, et en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas des Jeux de Paris 2024, Boykov, il a écrit bien avant. Hein, lui, il a écrit après les Jeux Olympiques de Londres. Pour lui, ça a été vraiment, il était plus directement. Mais voilà, les Jeux de Paris, malgré tout, collent bien. Ce schéma colle bien aux Jeux de Paris. Donc je vais m'arrêter maintenant et si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup.